Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par un fait divers où un jeune homme a été tué sur sa moto lorsqu'il a heurté une voiture à Tarasoch vers midi. Le jeune homme conduisait sa moto vers Ivat lorsqu'il est entré en collision avec un homme âgé à vélo. Il a fini sa course sur une voiture venant en sens inverse selon les témoins oculaires. Le vieil homme, quant à lui, a été transporté d'urgence à l'hôpital. Rien que cette semaine, 2 décès sont survenus sur cette route de Tarasoch. Détail de Antoniana Martina et Nzara Jansu. Il était environ 12 heures lorsque l'accident a eu lieu, au cours duquel un jeune motard a été tué. L'accident a été causé par un excès de vitesse, ont indiqué des riverains qui ont été témoins de l'accident. Le vieil homme à bicyclette qui a été renversé par le motard a été conduit d'urgence à la Giara, tandis que le jeune homme à moto est décédé après avoir percuté un véhicule qui venait en sens inverse. C'est la 2e personne décédée cette semaine sur cette nouvelle route de Tarasoch. La police nationale met en place une stratégie pour le désengorgement du trafic dû aux nombreuses réfections routières dans la capitale. Elle demande aux usagers de la route d'accepter les dispositions mises en place. Par ailleurs, face à une série d'accidents qui touchent surtout les motos, la police nationale a annoncé que les sanctions et les contrôles seront sévères. Gérald Jamar et Felana Rakoutarsoul. La congestion excessive dans la capitale a pour origine la réfection des routes dans de nombreuses zones par le gouvernement. Dans tous les cas, il est prévu de résorber ces énormes embouteillages selon la police nationale. Néanmoins, un chaos complet s'ensuivra si aucune stratégie n'est appliquée, selon les explications du directeur régional de la sécurité publique, Hector Azafanjazak. Par ailleurs, selon les estimations de la police nationale, 55% des accidents actuels sont causés par la négligence des 2 roues. Par conséquent, les contrôles ainsi que les sanctions à l'égard de ces conducteurs de ces 2 roues seront renforcés. Le monde de la culture est de nouveau en deuil. Jean-Clément Radersan, plus connu sous le nom de Kelly Radersan, est décédé hier à l'âge de 70 ans. Il était l'un des membres fondateurs du groupe Pumpkins qui jouait du blues et du rock. Ses apparitions sur scène se faisaient rares, mais ses œuvres sont restées dans le cœur de beaucoup. C'est la maladie d'Alzheimer qui l'a emporté, selon la famille. Antoniana Martina. Every day we sing together and we so gay. Tiki tiki like one after one we have to say. Let's take again. Tiki tiki like one after one we have to say. Tiki Tiki Love, une des chansons qui a traversé de nombreuses générations et qui est toujours populaire actuellement, est l'un des chefs-d'œuvre de Kelly Radersan au sein du groupe Pumpkins. C'est en 1968 que Kelly Radersan sort sa première chanson et a fondé le groupe Pumpkins, un groupe qui a marqué les années 70. Il a ensuite quitté le groupe et a composé les titres Ankalazain, Tarataswanau, Tsarunove. Tsarunove, le wirantika faiza. Le wirizai na babuni futika tamnizai. Le wirizai ni teniwe. Utia na matakizai. Tsarunove, irenya tamnizai. Il avait également été ingénieur de son chez Discomad à l'époque, après une formation à Paris en 1978. Kelly Radersan était un chanteur, compositeur, arrangeur. Il a déjà animé l'émission Telsief à la radio nationale. Il a été décoré chevalier de l'Ordre national lors de la célébration de ses 40 ans de scène. Il a sorti de nombreux albums, des disques en 45 tours, en cassette et en CD. Kelly Radersan souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis des mois, une maladie qui l'a finalement emporté à l'âge de 70 ans.
trovavi alright. Ti vam brava casava caffè nu acciai di paveciane no della night. Dili canale alright. Ni vet come ti batai tight. Ti che la viana mi nave ma tunga ni fiai la alright. La grande famille de Viva présente ses condoléances aux familles endeuillées. Et en politique à présent, la société SMGD au sein de la CUA a contracté un emprunt de 11 millions d'ariars auprès de la CNAPS pour réaliser la digitalisation des calculs des recettes de la ville, de la lutte contre la corruption et de la gestion des parkings. Selon le maire d'Antananarive, Nananjiatsitwen, la SMGD respecte l'accord passé avec la CNAPS et a déjà commencé à rembourser ses emprunts à raison de 217 millions d'ariars par mois depuis février et mars dernier. Il a également souligné que les conseillers municipaux ne devraient pas confondre leur travail en tant que conseillers et leur rôle en tant qu'opposants. Le maire d'Antananarive, Nananjiatsitwen, est sorti de son silence face à la polémique sur l'emprunt de 11 milliards d'ariars contracté par la commune d'Antananarive auprès de la CNAPS. Il a précisé sur sa page Facebook que, conformément à la décision du 24 janvier 2020, le conseil municipal a donné plein pouvoir au maire d'Antananarive pour consentir librement des emprunts. Ainsi, soit certains des conseillers qui font du tapage maintenant ne connaissent pas le contenu de la décision qui a été approuvée par des élections, soit ils mentent tout simplement, a déclaré le maire d'Antananarive dans le communiqué qu'il a publié. Le maire d'Antananarive, Nananjiatsitwen, a indiqué que la commune d'Antananarive n'a pas conclu d'accord sur la dite dette. Seule la société municipale SMGD a fait cet emprunt et reçu un prêt de 11 milliards d'ariars de la CNAPS pour réaliser la digitalisation des calculs des recettes de la ville, de la lutte contre la corruption et de la gestion des parkings. La SMGD honore l'accord avec la CNAPS et l'entreprise a déjà commencé à rembourser cet emprunt à raison de 217 millions d'ariars par mois selon la déclaration faite par le maire sur le site. Dans les actualités sociales, 4 salles de classe et une grande salle pour l'enseignement des langues étrangères et de l'informatique ont été inaugurées hier à l'école catholique Amboudzaf Intirabé. Cela entre dans le cadre de la réalisation de l'engagement du président de la République envers la population malagasy qui est l'étudiant pour tous les Malagasy. Notre correspondant de Viva, Jamson Ranjanarman Intirabé. Les détails. Les élèves d'aujourd'hui ont besoin de maîtriser les langues étrangères et l'informatique. Dans cette optique, l'école catholique d'Amboudzaf, dans la circonscription scolaire d'Intirabé 1, a bénéficié de 4 salles de classe et d'une grande salle qui ont été inaugurées samedi dernier. Ces réalisations marquent le partenariat entre gouvernement et le secteur privé pour atteindre le 4e engagement qui est l'éducation pour tous. Cette école a déjà bénéficié de bons de la part du président de la République l'année dernière. La cérémonie d'inauguration a débuté par une messe de bénédiction pour les élèves qui passeront les examens du baccalauréat. La journée d'hier a été choisie car c'était aussi l'occasion de célébrer la fête de Saint-Joseph, le saint patron de l'école. Et toujours à Intirabé, 16 000 producteurs de soja des districts de Betaf et de Mandout ont reçu des sacs pour la collecte d'une coopérative qui achètera leur production et l'exportera dans de nombreux pays qui ont déjà fait des réservations. Toujours les détails avec Jamson Ranjanarmanan. Les agriculteurs des districts de Betaf et de Mandout ont reçu en octobre dernier 20 tonnes de graines de soja émanant d'une coopérative. Cette dernière a toujours soutenu la formation des agriculteurs avec des techniciens. Lors de la période des récoltes, la dite coopérative achètera les produits et les exportera vers les États-Unis, l'Europe et l'Inde, qui en ont déjà commandé 2000 tonnes. L'objectif étant de produire des produits adaptés au marché, explique le président de la coopérative, Livasu Anjiataina Malal. De plus de 80 employés seront recrutés pour trier le soja produit dans les 2 districts. La coopérative prévoit d'étendre cette production de soja au district d'Intirabé 2, Faratsiou, Atanfoots et Fanjin, pour transformer le produit avant de l'exporter, selon toujours les explications.
Pour terminer les actualités locales, de nombreuses associations et partis politiques ont procédé à des reboisements ce week-end pour contribuer à la reforestation de Madagascar. Cette journée a également été l'occasion pour les femmes du parti AVI, Nyasavita Nufapsaran, de célébrer la journée mondiale de la femme. Les détails. Les membres du parti AVI ont couvert 1 hectare de terrain à Mbuikamban, dans la commune de Beens hier. Ils ont choisi de planter des arbres fruitiers, des caféiers et des acacias. Pour le président du parti AVI, Norbert Lalratiraounan, c'est un exemple de courage et de détermination, mais surtout de solidarité. Il a de ce fait invité tout le monde à reboiser. L'association TMH Utanuremianjajanouav a également planté des arbres à Mbalava à Timjan hier. 4800 jeunes plants ont été plantés par les membres venus nombreux. Après le reboisement, diverses activités ont eu lieu pour renforcer l'unité entre tous les membres. Dans les actualités internationales, à la frontière polonaise où jusqu'à 50 000 Ukrainiens arrivent chaque jour, l'accueil des réfugiés s'organise. Ces derniers sont accueillis dans des centres d'hébergement d'urgence et peuvent rester sur place ou y faire étape pour repartir vers d'autres destinations. Pour assurer cet effort tout au long de la frontière, la Pologne a débloqué une enveloppe de 1,6 milliard d'euros. France 24. À la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Chaque jour, des centaines de personnes continuent d'arriver ici, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ces réfugiés ont 2 choix, soit se diriger vers un entrepôt transformé en centre d'hébergement d'urgence, ici nous ne pouvons pas filmer, soit aller à Przemyśl, la ville voisine, d'où ils partent vers d'autres destinations. Depuis le début de l'agression russe, jusqu'à 50 000 personnes sont arrivées ici chaque jour. Beaucoup de réfugiés ont de la famille ici, ou des amis dans d'autres parties de la Pologne ou de l'Europe. Ils savent où ils veulent aller, donc après 1 ou 2 jours, ils organisent leur voyage vers la famille ou d'autres personnes. Ou s'ils veulent aller quelque part, Przemyśl l'organisera. Plus au nord, Budomierz est un poste frontière plus calme. Ici, chaque réfugié est enregistré par l'Organisation internationale pour la migration et le dispositif d'accueil est financé par les autorités polonaises. Le gouvernement polonais finance ces lieux, couvre les frais quotidiens ainsi que le fonctionnement des centres d'accueil et d'urgence. Les communautés reçoivent aussi un soutien financier pour tout cela, mais elles sont également soutenues par les villes polonaises et européennes. Bien sûr, nous utilisons cette aide pour préparer les repas et préparer des colis de soins pour les voyages ultérieurs. Cela fait maintenant 3 semaines que l'effort humanitaire fourni par la Pologne est absolument énorme. Le pays a déjà accueilli près de 2 millions de réfugiés ukrainiens, des réfugiés qui continuent d'arriver tous les jours. Alors cet effort humanitaire, il continue tout au long des frontières, mais pour combien de temps encore? Varsovie a développé une enveloppe financière de 1,6 milliard d'euros, mais beaucoup d'interrogations persistent quant à la suite, quant aux prochaines semaines, aux prochains mois ici en Pologne. Alors que les forces armées russes ont pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, Zaporozhye, le 4 mars, après s'être emparées de Tchernobyl la semaine précédente, les autorités ukrainiennes ont désormais les yeux rivés sur celle de Rivne, dans le nord-ouest de l'Ukraine, craignant qu'elle ne soit la prochaine cible. France 24. Possible de filmer la centrale nucléaire de Rivne de plus près, le moindre détail pourrait aider les frappes ciblées russes selon la direction. Depuis son studio télévisé, le directeur du site donne régulièrement des nouvelles, notamment de Zaporizhzhia, une centrale occupée par l'armée russe. Les forces russes font sauter les obus qui n'ont pas explosé pendant les combats autour de la centrale, à quelques centaines de mètres de l'entrée principale. Nous pensons que c'est extrêmement dangereux. Pavlo Pavlychyn s'inquiète du sort des 2 sites nucléaires occupés par les Russes et d'une éventuelle attaque contre la centrale de Rivne. Regardez ce qu'ils sont déjà en train de faire. Comment peut-on savoir de quoi ils sont capables?
Je n'en sais rien. Je peux seulement dire ce dont nous sommes capables et que nous défendrons la centrale, quelles qu'en soient les conséquences et quoi qu'il puisse nous arriver. Selon lui, les conséquences d'un bombardement sur le réacteur seraient incommensurables. Si le vent souffle en direction de la France, vous le saurez bien assez tôt. Il suffit de se souvenir de l'histoire de Tchernobyl. Les habitants de Varach ne connaissent que trop bien cette histoire. Comme la ville de Pripyat abandonnée en 1986 après la pire catastrophe nucléaire à ce jour, Varach a été construite pour la centrale adjacente. Si les habitants partent d'ici, ce serait terrible car la centrale a besoin de professionnels pour la faire fonctionner. Elle ne peut pas rester sans personnel. Et la centrale n'a pas été conçue pour résister à des opérations militaires. Dans le centre-ville, le maire croise un vieil ami qui lui reste optimiste. Il n'y aura pas de guerre nucléaire parce que Poutine est un lâche. Loukyanenko accueille des membres de sa famille qui ont fui Kiev. Il les emmène au musée de la centrale nucléaire. Il y a quelques semaines encore, il représentait l'Ukraine auprès de l'Association mondiale des exploitants nucléaires à Moscou, mais il a démissionné. Le bureau moscovite de l'Association mondiale des exploitants nucléaires reste silencieux sur cette guerre. Cela montre qu'il ne sert en réalité que les intérêts de l'industrie nucléaire russe. Malgré la guerre, cet ingénieur nucléaire expérimenté ne peut cacher son enthousiasme pour cette technologie. L'uranium 235 se divise et vous obtenez du neurone. Et ces neurones émettent de l'énergie thermique. Une technologie parfaitement sûre selon lui, si seulement les Russes n'envahissaient pas le pays. Et côté sport, les Français ont nettement battu l'Angleterre 25-13 samedi et ont ainsi réalisé le Grand Chelem, le 10e dans l'histoire des Bleus. Ils remportent l'édition 2022 du tournoi Destination, une compétition que la France n'avait plus gagnée depuis 2010. France 24. Absolument, l'euphorie, c'est exactement le mot. Les 80 000 supporters français qui peuvent laisser exploser leur joie évidemment ici au Stade de France après ce titre historique, cette victoire historique. Les Bleus qui s'imposent donc 25-13 et qui remportent leur tournoi à destination 12 ans après 12 ans de disette sans titre. L'équipe de France qui s'impose donc et qui réalise le Grand Chelem, le 10e Grand Chelem de son histoire, à savoir remporter tous ces matchs dans le tournoi Destination. L'ambiance évidemment qui a été incroyable tout au long de cette rencontre. Les supporters français qui ont poussé dès le début de cette rencontre et qui ont pu être rassurés dès le quart d'heure de jeu de voir Gaël Fickou inscrire le premier essai, ce qui a permis de lancer le 15 de France vers ce succès. La France qui a commis, il faut le dire, quelques fautes inhabituelles dans ce premier acte, mais finalement juste avant la mi-temps, c'est François Cros qui a délivré les Bleus et permis à l'équipe de France d'avoir une nette avance à la mi-temps. Les supporters français qui étaient rassurés dans les travées du Stade de France, même si au retour des vestiaires ils ont été un petit peu refroidis par l'essai anglais de Stewart, mais les Bleus qui ont su faire le dos rond, qui ont su patienter, qui ont su souffrir avant de se reprendre, et c'est là la force de cette équipe de France, poussée, vous vous en doutez, par ces 80 000 supporters, et comme un symbole après l'heure de jeu, c'est le capitaine du 15 de France, le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, le demi de mêlée, qui est venu délivrer définitivement cette équipe de France en inscrivant le 3e essai des Bleus. La France qui donc réalise son 10e Grand Chelem de son histoire, et évidemment désormais la fête qui va être totale ici du côté du Stade de France. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.